Nous allons voir deux exemples, l'immobilier et la blockchain. Nous allons comparer ces deux actifs-là. D'accord? L'actif immobilier et l'actif blockchain. L'immobilier est représentatif donc de l'entrepreneuriat traditionnel et la blockchain est représentative de l'entrepreneuriat digital. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Je pense que beaucoup de gens n'ont pas encore perçu que la blockchain est un outil extraordinaire. Et j'espère que cette présentation va vous aider à mieux comprendre le potentiel qui se cache derrière une blockchain. Un immobilier, c'est quoi? Un immobilier, c'est assez facile. C'est un bâtiment, c'est une maison, c'est un instrument qui peut abriter des personnes, des marchandises. Et en général, le modèle de business de l'immobilier est très simple. Je construis un immeuble, une maison, je mets cela en location, les locataires me versent un loyer et le loyer est ma source de revenus passive. Assez simple comme modèle. Retenez bien qu'il faut d'abord construire l'immobilier. Il faut d'abord mettre l'immobilier en service. Il faut que cela soit opérationnel. Donc, il y a de l'investissement, des coûts à faire. Et au travers des loyers, je récupère mon investissement après un certain temps. La blockchain, c'est quoi? La blockchain, c'est une technologie. Et cette technologie marche naturellement sur des infrastructures comme des ordinateurs, comme des serveurs. Donc, il y a aussi là du matériel, il y a de l'investissement. Ce qui est intéressant dans la blockchain, c'est que son mode opératoire est numérique, 100% numérique. Donc, mes locataires de la blockchain sont partout dans le monde, contrairement par exemple à l'immobilier où mes locataires sont régionalement limités. Mais je reviens au modèle de blockchain. La blockchain est une technologie qui permet aux utilisateurs de faire des transactions, de partager des informations, de sécuriser des informations, de transférer des informations et aussi de les contrôler de façon entre eux, d'accord? De façon indépendante, ce qu'on appelle aussi dans le jargon technique de façon décentralisée. Donc, ils se contrôlent entre eux, ils contrôlent le contenu de leurs informations et le modèle fonctionne sur la base donc de frais de transaction que les utilisateurs de la blockchain sont obligés de verser. Donc, le loyer, si vous voulez, dans l'immobilier, c'est les frais de transaction et d'utilisation que les utilisateurs d'une blockchain payent aux fondateurs, aux créateurs de la blockchain. Donc, je pense qu'avec ça, les uns et les autres, surtout ceux qui n'ont aucune idée de la blockchain, vous avez peut-être une toute petite idée comment une blockchain fonctionne et comment là-bas les choses marchent. J'aime comparer la blockchain à un réseau d'autoroutes. D'accord? Pour ceux qui savent c'est quoi une autoroute, sinon, s'il n'y a pas d'autoroute dans votre pays, c'est simple, prenez simplement les routes nationales dans vos pays. La plupart, surtout dans le système francophone, les routes ou les autoroutes ont encore des postes de péage. C'est quoi un poste de péage? Un poste de péage, c'est là où tu verses à l'État ou à la société qui entretient la route des frais d'utilisation de la route. Avant d'utiliser ou après avoir utilisé, dans certains pays européens, c'est à la sortie qu'on paye. Donc, après ou après avoir utilisé la route ou avant de l'avoir utilisée, tu payes des frais. Et ces frais, c'est comme des loyers que les propriétaires de la route ou ceux qui gèrent la route reçoivent. Et c'est comme ça qu'ils amortissent aussi leur investissement ou qu'ils créent des bénéfices sur l'investissement de la création de routes. Nous comparons donc ces deux modèles de business. Pour que ce soit pragmatique, j'ai décidé de prendre une comparaison illustrative. Comprenez ici très bien que je ne peux pas prendre des chiffres, je ne peux pas mettre des chiffres concrets parce que pour cela, il faut beaucoup plus de données, il faut beaucoup plus de chiffres, enfin, comment on appelle ça? Il faut des informations plus précises et naturellement, on ne peut pas aussi partager de tels détails dans un webinaire, dans
dans un cadre comme celui-là. Donc, comprenez très bien que je ne suis pas en train de donner des chiffres exacts qui ont été prouvés par des reçus de transactions ou je ne sais pas de quoi, d'investissement, mais c'est juste qualitatif. D'accord? Mais dans cette approche qualitative, donc il n'y a pas de chiffres derrière, mais vous allez voir l'image, le principe, vous allez comprendre, j'espère, rapidement, quelle approche pourrait être plus intéressante que l'autre. OK. Donc, nous entrons dans le vif du sujet et nous allons comparer ces deux modèles. Et je vais utiliser ce qu'on appelle sur le plan économie, ou on pourrait dire sur le plan comptable, je vais utiliser ce qu'on appelle le principe du break-even point. Le break-even point, c'est le graphe de seuil de rentabilité. Je pense que c'est comme ça qu'on traduit en français. Le graphe de seuil de rentabilité. À partir de quand un investissement est rentable. Et j'espère que ça a aussi un élément éducationnel parce que beaucoup ne comprennent pas qu'une entreprise n'a pas d'autre sens, n'a pas d'autre raison que la rentabilité. D'accord? Sinon, ça devient une œuvre humanitaire ou bien une association. Mais une entreprise a pour objectif de produire de l'argent, des bénéfices, des profits. Donc, il faut de la rentabilité. Mais pour que l'entreprise fonctionne, il y a toujours des dépenses à faire, en général même avant. Donc, c'est ce qu'on appelle un investissement. Donc, on investit et on attend un retour sur l'investissement. Commençons par l'immobilier. J'ai pris donc les deux graphes. Comme j'ai dit, vous m'excuserez peut-être certains détails techniques qui ne sont pas scientifiquement bien faits pour les économistes, mais je pense qu'avec l'explication qui suit, l'essentiel sera compris. Donc, sur l'axe horizontal, on a le temps. Sur l'axe horizontal, on parle du temps, d'accord? 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ainsi de suite. Sur l'axe vertical, la flèche qui monte vers le haut, on parle d'argent. On parle de dollars, de francs CFA, d'euros, je ne sais pas quelle monnaie vous voulez mettre. D'accord? Donc, ça, c'est l'axe des finances. Avant toute chose, l'immobilier, on doit mettre en place les choses. Donc, on a un gros bloc de dépenses. Et ces dépenses sont conçues de quoi? Il y a les coûts de construction ou d'acquisition. On a les coûts d'exploitation. D'accord? Il faut construire, il faut faire peut-être un financement, il faut acheter le terrain, il faut ensuite construire les bâtiments. Après, il faut mettre les bâtiments en service. Et après, le coût d'exploitation. Dans le coût d'exploitation, on a l'énergie, on a la consommation des consommables divers, que ce soit l'eau, l'électricité, ainsi de suite. Ensuite, il y a le coût de maintenance. Et quand on parle de maintenance sur le plan ingénierie ou scientifique, on parle de tout ce qui est coût pour maintenir l'objet en fonction. D'accord? En plus, la maintenance, il y a des réparations. Les réparations, c'est quand l'objet a un problème qui arrête son fonctionnement, il faut réparer. D'accord? Les réparations pour un bâtiment, c'est quoi? Prenons un incendie. S'il y a un incendie, le bâtiment arrête de fonctionner. Il faut réparer le bâtiment et ça fait des coûts supplémentaires qu'on peut considérer, par exemple, dans la maintenance. Après, il y a la modernisation. Peut-être dans nos pays africains, ça, ce n'est pas un gros sujet, mais en Europe, c'est un gros problème. D'accord? Il y a de nouvelles lois sur l'isolation thermique des maisons parce que là-bas, il y a l'hiver. En hiver, il faut isoler, sinon on a des pertes de chaleur et les pertes de chaleur, ça fait de gros coûts d'énergie. Donc, si tu as une vieille maison, à un moment donné, il faut changer toute la technologie thermique d'isolation de la maison. Et c'est de l'argent. Il faut isoler les toits, il faut isoler les murs. D'accord? Dans certains pays ici aussi, dans nos pays chauds africains, il y en a. Il y en a qui font des isolements pour que la maison soit gardée assez rafraîchie, ainsi de suite. À un moment donné, il faut les changer, surtout qu'il y a des matériaux. Il y a des matériaux de construction qu'on utilisait dans le passé qui sont plus autorisés parce que ça donne des maladies, ça donne des cancers, ainsi de suite. Donc, ça a des coûts de modernisation en fonction de quand vous avez acheté ou construit l'immobilier. Après, il y a des coûts de vacances. Quand il dit vacances, c'est des coûts où l'immobilier n'est pas exploité. Alors, quand vous avez une maison qui n'est pas exploitée, il faut peut-être continuer d'entretenir la maison, de nettoyer la maison. Il faut peut-être un service de surveillance de la maison. Il y a l'électricité qu'il faut toujours maintenir. Donc, la maison est vide, mais il faut toujours l'entretenir.
Et ça, je me suis arrêté jusqu'à 5 exemples. On peut mettre encore d'autres coûts. Il y a des coûts même, par exemple, qu'on appelle ça en français encore, pour, quand par exemple la maison atteint un certain âge, il faut démolir la maison. D'accord? Et quand il faut démolir la maison, je peux vous garantir que, en tout cas en Europe, on ne démolit pas au hasard. Il faut trier les matériaux. Et ça, c'est un coût encore. Il faut de l'argent pour détruire même la maison. Comprenez? Donc, une maison, un immobilier, je dis ça d'une façon générale, hein, ça peut être une petite villa quelque part au Burkina, mais ça peut être aussi un gros immeuble quelque part, je ne sais pas, voilà, ailleurs. D'accord? Donc, essayez de penser large. Donc, ça, c'est le coût de base qui, que la maison va vous incomber. Mais en plus de ces coûts de base-là, il y a des coûts, comme je dis, des coûts flexibles qui vont peut-être venir à chaque fois qu'il y a utilisation. Par exemple, on a parlé des consommables d'eau, d'électricité, qui sont des coûts réguliers ou les coûts de maintenance. Ces coûts de maintenance, ce n'est pas une seule fois que vous les payez, mais vous les payez avec le temps et avec l'utilisation. Ce qu'on appelle donc en finance des coûts variables. Donc, il y a des coûts fixes. Par exemple, construire la maison, c'est une seule fois que vous faites, mais l'électricité, c'est avec le temps que vous payez. Donc, cette courbe que vous voyez en rouge, c'est donc la ligne de dépenses. Et ces dépenses-là, ça augmente avec le temps. C'est pour cela, la ligne n'est pas toute, elle n'est pas couchée, mais la ligne est un peu inclinée. On dit que la ligne a une pente. Parce que les dépenses augmentent légèrement au fur et à mesure que le temps passe. Pensez par exemple à la maintenance. Une nouvelle maison n'a pas beaucoup de coûts de maintenance. Mais quand la maison commence à avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a peut-être plus de travail à faire pour maintenir la maison. Et là, on a l'ensemble des coûts. Donc, on a le coût de construction et les coûts progressifs qui font la dépense variable. Maintenant, tout bon entrepreneur veut que quand on a fini de construire la maison, on puisse commencer à avoir un rendement, un revenu passif. Et ce revenu passif, il est 100% linéaire. Ça veut dire que pas de locataire, pas de loyer. Donc, pas de revenu passif. Locataire, loyer, revenu passif. 2 locataires, 2 loyers. 3 locataires, 3 loyers. Vous comprenez? Donc, plus il y a de locataires, plus l'argent augmente. Donc, c'est ce qu'on appelle quelque chose de linéaire. Et c'est cette courbe en bleu qui nous représente cela. D'accord? Quand il n'y a pas de locataire, il n'y a rien. Vous vous rappelez, l'axe vertical, c'est l'argent et l'axe horizontal, c'est le temps. Donc, si avec le temps, on continue d'accumuler 1 mois de loyer, 2 mois de loyer, 3 mois de loyer, 4 mois de loyer, 1 an de loyer, 20 ans de loyer. Donc, le coût total de revenu, par exemple, le revenu total sur le loyer augmente. Et à un moment donné, les dépenses et les revenus vont se toucher. Et c'est ce point-là qu'on appelle le seuil de rentabilité économique. À partir du moment où la ligne bleue touche la ligne rouge, vous avez récupéré votre investissement. Donc, vous avez fini la zone de risque. Pour ceux qui pensent que dans l'immobilier, il n'y a pas de risque, j'espère que vous suivez bien ici. Donc, dans l'immobilier, il y a bel et bien risque. Parce que tant que le total des loyers n'a pas atteint le total des dépenses, y compris les dépenses fixes et variables, vous n'avez pas encore quitté la zone de risque. Donc, à partir du moment où vous touchez cette zone-là, on dit que vous avez atteint le seuil de rentabilité. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la ligne bleue est au-dessus de la ligne rouge et vous êtes rentable. Avec le temps, la rentabilité augmente naturellement. Donc, voilà un modèle économiquement parlant pour un immobilier. Tous les immobiliers fonctionnent comme ça, quel que soit le pays. D'accord? Maintenant, en fonction de l'utilisation, comme je l'ai dit, s'il y a 20 locataires, ça peut aller plus vite. C'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup plus d'argent. Si vous avez rapidement plus d'argent, OK, ça veut dire que votre seuil de rentabilité va avancer un peu dans le temps. D'accord?
Ça peut être dans le sens contraire. Si vous n'avez pas du tout de locataire, mais ça peut mettre encore plus de temps. Ou bien s'il y a des problèmes dans la maison, si ça n'a pas été bien construit, s'il y a eu beaucoup de maintenance à faire, ainsi de suite, s'il y a eu beaucoup de rénovation, un incendie, je ne sais pas quoi. Donc tout ça, ça recule votre rentabilité et ça vous met plus longtemps dans la zone de risque. J'espère que c'est clair. C'est assez illustratif. C'est pourquoi je veux dire, je ne donne pas de chiffres parce que je veux que ce soit qualitatif. Mais j'espère qu'ici, tout le monde voit, et ça, c'est un cours d'économie assez fondamental pour tout entrepreneur. Et je rappelle encore que l'objectif de tout entrepreneur, quand on fait un investissement, c'est arriver rapidement à ce seuil de rentabilité. Quand les gens demandent, par exemple, oui, mais quels sont les risques dans un projet? En réalité, consciemment ou inconsciemment, c'est ce seuil de rentabilité qu'ils sont en train de chercher dans leur tête. On dit, mais attends, s'il y a le risque, combien de temps ça prend pour que je gagne mon argent? C'est une manière de parler du seuil de rentabilité. D'accord? Bien. Maintenant qu'on a compris ça pour l'immobilier, on va voir comment ça se présente pour une blockchain. Très simple, très similaire, pour que la comparaison soit facile.